Bonsoir à toutes et à tous, comme le veut l'expression consacrée. J'ai toujours envie de dire bonsoir, mais vilain petit monstre, parce que c'est ce que nous sommes un peu ici. Vous connaissez donc, voilà, bienvenue à la table ronde qui s'appelle Freaks et compagnie, anormalité de l'être humain, avec un A entre parenthèses et un point d'interrogation à la fin. Comme vous le savez également, le fric c'est chic, donc on va être très très chic pendant l'heure qui vient. Plus sérieusement, je le disais ce matin, je ne sais pas celles et ceux d'entre vous qui étaient là, mais on va reposer les bases de ce débat par un peu d'étymologie, parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement important. L'étymologie de monstre, vous savez que monstre, ça vient donc de monstrare, c'est-à-dire de ce qu'on soumet au regard des autres, de ce que l'on met en lumière pour en signifier la différence, la difformité, l'anormalité, littéralement. Et donc dans un mouvement de miroir, c'est ce qui nous rassure sur notre propre normalité. C'est-à-dire que c'est parce qu'on contemple quelque chose de distinct, de différent, d'étranger, que l'on se constitue, nous, en tant que corps social, qui est du bon côté de la barrière. Donc il y a effectivement dans la notion de monstre une partie que qu'on pourrait dire morale, entre guillemets, mais je vous laisserai commenter ça. C'est intéressant parce que du coup je me suis intéressé aussi à ce mot de freak en anglais, et c'est intéressant parce que c'est une étymologie incertaine, c'est une étymologie monstrueuse elle aussi. Paradoxalement on ne sait pas très bien, il s'agit peut-être d'une survivance dialectale d'un mot qui serait apparenté au moyen anglais freaken, qui veut dire se déplacer avec agilité ou vivacité, ou du vieil anglais freaken qui signifie danser. Donc c'est quelque chose d'en mouvement, c'est quelque chose d'insaisissable finalement. Un freak, un monstre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ou qu'on a du mal à appréhender. C'est quelque chose qui nous échappe. Et j'aime bien et je trouve important d'évoquer pour commencer cette notion d'anormalité, ce qui n'est pas normal, qui nous demande et ce qui nous interroge sur finalement qu'est-ce que la norme, qu'est-ce qui définit une norme, qu'est-ce qui en sort, qu'est-ce qui y rentre. Est-ce que moi je suis normal? Est-ce que je réponds par exemple à l'idée collective que l'on se fait, que vous faites ici dans cette salle, de la norme? Est-ce que le fait de porter du vernis à ongles, d'avoir un collier de perles, des boucles d'oreilles, est-ce que pour des tatouages partout, est-ce que c'est normal? Pour un certain nombre de personnes, ça ne va pas être normal. Je ne vais pas être dans la sphère de la normalité. Et vous, est-ce que vous pouvez vous considérer comme étant normaux ou pas? Je pense que c'est des questions essentielles, et c'est ces questions-là auquel nous amène la réflexion sur le monstrueux et la normalité. Ce qui est intéressant du coup, c'est que quand on pense la notion de monstre de cette façon-là, on se rend compte que le monstre dont on imagine que c'est une créature qui est là pour nous effrayer est en fait l'exact inverse, c'est-à-dire que c'est une créature qui est là pour nous rassurer sur nous-mêmes et sur notre état en tant qu'individu appartenant à un corps social. Nous ne sommes pas comme eux, ces monstres. Le monstre, le fric, c'est le gouffre qui sépare un eux d'un nous. C'est une dénomination qui donc, par nature, produit de l'exclusion, de la ségrégation. Qui est le monstre? Est-ce que c'est celui que l'on regarde parce qu'il est différent, ou est-ce que c'est celui qui regarde et qui se rassure de ne pas être différent? Ici, Dieu soit loué, enfin Dieu, je ne sais pas, bref, notre société nous indique que nous sommes la norme, ce que vous voyez devant vous, nous sommes 5 hommes blancs dans une foule diverse, donc représenter ce que notre société définit comme une certaine forme de norme. Ceci étant dit, j'ai le plaisir d'ouvrir cette espèce de discussion sur le monstrueux et la normalité avec mes camarades ici présents, Xavier Mauméjean, qu'on ne présente plus, auteur récemment de El Gordo aux éditions Alma, Olivier Carouseux, auteur également au Bélial Symposium Inc. dans la collection Une heure lumière, Jean-Paul Gabillier, qui est professeur de civilisation américaine à l'université de Bordeaux-Montaigne, et Gilles Menegaldo, qui est professeur de littérature et d'études cinématographiques américaines à l'université de Poitiers. Voilà sur cette petite introduction. J'ai envie de vous entendre les uns après les autres pour nous dire ce que c'est, comment vous comprenez-vous cette notion de monstre et de freak, comment vous l'appréhendez dans vos travaux universitaires, dans vos travaux littéraires, dans nos imaginaires collectifs. Olivier, pour commencer, on va faire dans la rangée. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Moi, ce qui m'intéresse effectivement dans le monstre, mais c'est un peu ce que tu as dit, c'est la relation du monstre avec la société.
Quand on a ça dans plein de livres sur les monstres, on a ça dans Frankenstein, par exemple, pour prendre un des premiers, c'est que dès Frankenstein, il y a la meute des gens qui va poursuivre Frankenstein. Et il y a un moment quand même, je pense, où... Oui, le monstre de Frankenstein, tout à fait. Celui qu'on appelle communément Frankenstein, qui est le monstre de son créateur, le docteur Frankenstein. Et il n'est pas docteur. Bon, bah... il va falloir que je relise mes classiques avant de venir, alors la prochaine fois. Donc, du coup, il y a un moment quand même où ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'inversion où on a d'un côté le monstre et la meute. Et donc on va avoir un petit peu quand même cette inversion entre celui qui est poursuivant et celui qui est poursuivi, avec la meute, donc tout de suite avec ce côté, je pense qu'on en reparlera, quoi, ce côté animal que peut avoir la société, cette transformation de la société, et cette société qui peut à son tour, face au monstre, qui peut elle aussi devenir monstrueuse. Et c'est quelque chose qui personnellement m'interpelle, que je trouve intéressant. Comment en fait on voit ça aussi, voilà, dans des œuvres comme le rhinocéros de Ionesco, quoi, et à quel point la société peut petit à petit devenir monstrueuse en se formant une meute, ce qui dans un sens est normal, quoi. La normalité qui peut en elle-même devenir monstrueuse quand les gens, il y a une espèce de conformité. S'il n'y avait pas de conformité, il n'y aurait pas de société, mais cette conformité peut devenir absolument monstrueuse, absolument horrible, jusqu'à des extrêmes qu'on peut évoquer. C'est intéressant, Xavier, parce que effectivement, le topos littéraire du monstre, et tu fais bien de parler de Frankenstein puisqu'on est dans une convention de science-fiction, n'est pas monstrueux celui ou celle qu'il est en apparence. C'est-à-dire que finalement, celui qui est désigné initialement par la fiction comme monstre va en fait renvoyer la monstruosité de ceux qui se désignent comme normaux. Xavier, c'est pour toi. Oui, je pense. Alors, l'ennui avec l'être humain, déjà, c'est le problème de la norme. Moi, je suis très gêné avec la question de la norme. On est tous excédentaires. Là, vous êtes en train de nous écouter ou pas. Peut-être que quelqu'un a un deuil qui lui prend la moitié de l'esprit. Il y a quelqu'un qui doit penser qu'il doit acheter du jambon en repartant d'ici. On n'est jamais intégralement là. C'est pour ça que moi je suis très embêté avec la question de la norme et de l'excédent. Je préfère penser qu'on est excédentaire. C'est pour ça que, et d'une certaine manière, même si c'est un cliché, on est tous un individu. Moi je tiens beaucoup à la notion de l'individu. Moi j'aime les individus. J'aime peut-être l'humanité. Tout ce qui est entre les deux, je ne connais pas. Donc cette question de norme, elle me pose problème. Par contre, la question du monstre ne me pose pas de problème. Quand il est digne, il y a une sorte de dignité qui fait qu'il n'a même plus besoin de se définir par les normaux. C'est-à-dire moi, j'ai vécu ma jeunesse en Espagne franquiste et il y avait des monstres. Il y avait des monstres dans la rue. Il n'y avait même pas l'appareillage de la foire, etc. Il y avait des monstres, des malformés, des gens comme ça. Et sur la plage, par exemple, les familles... disaient oh regarde lui il est mal formé, donc la famille était là et ils y allaient, ils demandaient à la mère mais qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. et le petit t'as mal, etc. et il y avait une sorte, c'est très espagnol aussi, hein, il y avait une sorte de, là pour le coup, de la normalité du monstrueux. Et moi ça fait depuis que j'écris sur les monstres, parce que je pense que il y a une vraie séduction du monstre chez les soi-disant normaux, et que le monstre est monstre non pas parce qu'il y a de la norme, mais parce qu'il est lui. Et je crois qu'il y a une beauté du monstre. Et à partir de là, le monstre, c'est pas simplement l'anomalie, pour moi en tout cas, ou la curiosité humaine, c'est tout être qui va apporter sa propre étrangeté et qui là me remet en question, non pas parce que je me définis comme normal, ce serait la pire insulte qu'on pourrait me faire, mais parce que je découvre quelque chose que je ne connais pas. Moi, j'ai une attirance pour les monstres.
Je pense que cette attirance, elle est globalement partagée quand on s'intéresse à l'imaginaire. Et ce qui nous intéresse d'ailleurs dans la fiction, c'est précisément le monstre anormal. Pour réagir à ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord sur et c'est pour ça que je le mets en question, sur cette conception de ce qu'est la norme. Il est néanmoins indiscutable que les structures de pouvoir, d'organisation, elles ont besoin de la norme pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de définition de ce à quoi on doit correspondre pour s'intégrer dans une société fonctionnelle, pour être un élément fonctionnel de cette société elle-même fonctionnelle, c'est-à-dire globalement, pour ce qui nous concerne ici en France, blanc, hétérosexuel, avoir des enfants, travailler, participer à la machine productiviste, etc. Et donc cette norme-là, elle est quand même définie par le pouvoir, et ça on ne peut pas le nier, même si on n'aime pas ce concept, et je suis tout à fait d'accord avec ça par ailleurs. Mais tout à fait, et j'irais même plus loin, et c'est glaçant. On sait maintenant que les camps d'extermination nazis ont été calqués sur leur gestion, sur les camps les champs de foire de Coney Island, parce qu'il y avait une efficacité, un pragmatisme dans les gestions de population. Autrement dit, Coney Island, qui était riche en freak show et autres curiosités, la cité des nains parfaits, etc., qui est à Coney Island, a inspiré la gestion de ceux qui n'étaient pas monstres, mais étaient désignés comme tels, et là je te rejoins complètement, par les instruments de pouvoir. Oui. Mais donc, autant le monstre, il n'est pas défini par la normalité, selon moi, mais et qu'il ait une beauté en soi, autant on peut désigner, mais là ça devient arbitraire, s'il y a un pouvoir en place, n'importe qui ici est monstre en puissance dans ce cas, bien sûr. Gilles. Je reviens. Non, c'est pas branché. C'est bon. Merci. Moi, je voulais revenir d'abord peut-être sur l'étymologie, sur le rapport avec Freaks, le thème, puisque cette idée de monstre arrêt, d'exhiber la créature monstrueuse, justement, pour un public qui est à la fois effrayé et fasciné. On le voit dans certaines adaptations filmiques, par exemple. Je pense au film de Robert Floret, Murder in the Rue Morgue, Meurtre dans la rue Morgue, qui est une adaptation très lointaine de Poe. On voit un public littéralement fasciné et terrifié en même temps par ce qui est exhibé. Bon, on pourrait donner l'exemple du Camille de Dr Caligari avec le personnage de Cesare le somnambule. Et bon, donc ça c'est une première chose. Donc cette idée d'exhibition, de spectaculaire, le monstre est associé au spectaculaire, au théâtre, à la théâtralité, bon, etc. Les films ont joué énormément. L'autre part, je voudrais signaler, alors je suis d'accord avec cette idée de normes qui est compliquée, mais qui quand même définit négativement le monstre par l'idée de monstre, c'est à la fois quelque chose qui est en excès ou en manque. Donc un manque peut être un manque physique ou un excès physique. Bon, les géants, par exemple, la manière dont Tim Burton évoque le grand géant, le bon géant dans Big Fish, dans The Big Fish. D'ailleurs, Tim Burton est un des cinéastes qui a contribué à réhabiliter la figure du freak, entre guillemets. L'autre aspect que je voulais signaler, alors peut-être de manière plus personnelle, c'est cette espèce d'ambivalence qu'il y a donc justement dans la figure du monstre, qui est à la fois, alors évidemment la créature de Frankenstein, qui est à la fois physiquement monstrueuse, gigantesque, etc., mais aussi monstrueusement intelligente, je dirais, une maîtrise du langage parfaite dans le roman de Mary Shelley, évidemment, pas dans les films, mais qui au contraire enlève sa parole au monstre. Donc cette idée de puissance aussi du monstre, de pouvoir du monstre, on parlait de la figure de Dracula, qui renvoie aussi une forme de fascination. L'autre type d'ambivalence, c'est le fait que le monstre peut être à la fois une victime et un prédateur ou un agresseur. C'est le cas de la créature de Frankenstein, encore une fois. C'est le cas des vampires aussi, qui passent du statut de victime à statut de prédateur. Voilà, donc c'est cette idée d'ambivalence qui est profondément intéressante. Et puis on pourrait parler, alors c'est une chose qui est peut-être moins connue du public ici, parce que ce n'est pas des romans de science-fiction, mais je pense à un roman qui s'appelle, un recueil de nouvelles qui s'appelle Winesburg, Ohio, par exemple, de Sherwood Anderson, qui évoque des figures de
grotesques, pour rappeler, qui ont quelque chose du moins en excès ou en manque, mais qui attirent la pitié, au sens aristotélicien du terme, du lecteur ou du spectateur. Voilà, donc c'est pour ça que le monstre nous fascine, justement, c'est cette grande variété. Et il y a actuellement un retour quand même assez marqué de la créature, du freak. Par exemple, dans le film de Guillermo del Toro récent, dans Nightmare Alley, qui est une reprise d'un film antérieur de 1939, où un personnage qui veut en quelque sorte manipuler les foules par l'hypnose se retrouve dans une situation de monstre de cirque. Donc avec cette inversion... Comment ? Oui, c'est le roman de Grisham, mais qui était adapté 2 fois. Donc, ouais, voilà. Et puis récemment, la série Désenchanté, qui est une série tout à fait passionnante de Matt Groening en animation. Le père des Simpsons. Sur les freaks aussi, voilà, pour commencer. Jean-Paul. Oui, c'est bon. Alors, il n'y a plus rien à dire. Il y a plein de choses à dire. On pourrait y passer 7 heures. Bon. Bon, alors je vais faire comme tout le monde, je vais rebondir sur l'étymologie. Le petit Christophe est attendu à la classe numéro 7. Presque. On n'était pas loin. Désormais à l'accueil. Ça ne concerne personne. Personne n'a perdu un enfant. Non. Personne n'a perdu le petit Arthur Galibert. Non, bon. Oui. Donc, effectivement, le monstre, monstrare, montrer, etc. C'est une étymologie, mais c'est la deuxième. La première étymologie de monstre, monstrum, en fait, c'est un sens qui ne nous vient pas spontanément, c'est le mauvais augure. C'est quelque chose, une espèce d'événement imprévu, manifestant une colère divine. C'est ça, monstrum. Donc, pour être totalement cuistre, ça vient du verbe latin qui veut dire avertir, modérer. Et dans un deuxième temps, c'est très intéressant de voir comment il y a eu un glissement sémantique, lexicographique. En gros, c'est ma science Google et Wikipédia, un peu vers le 11e, 12e siècle, le terme commence à être utilisé pour désigner des gens qui sortent de l'ordinaire, mais des gens, des individus. Et puis, à partir du 14e siècle, ça prend une coloration négative. Voilà. Et donc, quand on essaie de retirer toute la pelote et voir ce qu'on peut en tirer, j'ai l'impression que le monstre, en fait, c'est quelque chose... Enfin, l'idée du monstre et la longue construction sur plusieurs siècles, la construction sémantique de cette idée, c'est plutôt la personne. À l'origine, c'est un événement, mais au fil du temps, ça devient une personne, un individu, un être, une créature, qui est, alors, bien évidemment, autre. Alors, là, on est bien avancé une fois qu'on dit ça, c'est l'autre. Bon. L'autre, qu'est-ce qui le caractérise ? Bon, l'autre, d'abord, c'est pas le même. Le même, paraît-il que c'est nous. Ça serait la norme dont il était question tout à l'heure. Mais en fait, il y a une tangente qu'on peut prendre et que je trouve très intéressante, c'est que on a une modalité intermédiaire entre le même et l'autre. On a le prochain, dont parle la Bible. Aime ton prochain. Et donc en anglais, c'est love thy neighbor. Le prochain, c'est la personne qui habite à côté. Le voisin, donc. C'est le voisin. Voilà. Neighbor, quand vous prenez l'étymologie du mot anglais neighbor, c'est la même en allemand, Nachbar, c'est le paysan d'à côté. Puis à l'époque où tout le monde était paysan. Le paysan d'à côté, du champ d'à côté, c'était le voisin, neighbor. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est la personne qui appartient au même groupe. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Que la norme, en fait, c'est pas la personne. La norme, c'est le groupe. Et le monstre, il n'est pas pareil que le reste du groupe. Et je pense que ça c'est une façon, c'est un angle anthropologique
qui, à mon avis, permet d'aborder voilà, une compréhension peut-être un peu générale de ce qu'est le monstre. Et bon, nous sommes un certain nombre d'universitaires dans la salle qui avons eu l'occasion, au fil de nos carrières, de diriger des mémoires, etc., des choses d'étudiants qui étudier le monstre dans tel film, le monstre dans telle œuvre littéraire, dans tel, etc., etc. Et on se heurte toujours au même problème de départ qui est mademoiselle, monsieur, bien évidemment, vous allez commencer par définir ce qu'est le monstre. Et c'est une galère sans fin. Voilà. Donc, c'est juste pour dire qu'une heure ne suffira pas. Hein, voilà. Ce qui est intéressant, ce sur quoi j'aimerais vous entendre, parce que donc on va parler de la norme, on va y revenir. J'aime bien aussi l'idée que le monstre est un être dont la trajectoire est sans cesse contredite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on montre, puis c'est quelque chose qu'on cache. C'est quelque chose qu'on cache pour mieux le voir. C'est quelque chose qu'on aperçoit, et c'est parce qu'on n'en aperçoit qu'une partie qu'il nous fait peur. Donc il y a quelque chose, en tout cas dans le rapport de mobilité dont on parlait sur les thèmes de jeu de fric, qui est intéressant. Quelque chose d'insaisissable qu'on voit, qu'on cache, qu'on revoit, qu'on recache. Ce que je trouve intéressant dans la nature du monstre, c'est que c'est, il me semble, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, la racine, le germe de l'imaginaire. C'est-à-dire que le monstre est avant tout, pour le groupe, pédagogique. On dit, ne va pas dans les bois la nuit, il y a un monstre. Il n'y a évidemment pas de monstre, mais c'est une façon pour nous d'indiquer qu'aller dans les bois la nuit, effectivement, c'est dangereux. Parce qu'il y a des bêtes sauvages, parce que l'être humain peut y être attaqué. Et donc le monstre est vraiment littéralement, à mon sens, une forme de brique essentielle de la constitution du récit collectif, du récit mythologique, et d'un imaginaire qui est un imaginaire avant tout pédagogique, utilitaire en tout cas, au groupe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez 3 heures. Moi j'aime bien ce que tu disais sur le fait que ça fasse peur. Et souvent ce qu'on dit dans les films d'horreur, alors il y a bien sûr le monstre à la mode. Bon, depuis un certain temps, c'est le zombie. Dans les films d'horreur, ce qui fait peur, en fait, c'est ce qui dépasse la barrière. On essaye de mettre des barrières autour de soi, c'est logique, on essaye de se protéger. Et le monstre, c'est ce qui va franchir toutes les barrières. Alors bien sûr, on pense, je sais pas, dans Freaks, dans le film de Todd Browning qu'on a pas encore trop évoqué, il y a la femme araignée, d'accord ? Donc ça va passer la barrière entre l'humain et l'animal. Le zombie, c'est ce qui passe la barrière entre la vie et la mort, quoi. Voilà. Et donc qui va nous menacer parce que c'est ce qui est capable de passer cette barrière. Et dans un sens aussi, ça nous fait peur. Ça nous fascine, peut-être parce que, encore une fois, ça remet en cause la société, quoi. On a aujourd'hui, peut-être plus encore qu'avant, une injonction à nous définir, on doit nous mettre dans une petite case. Le monstre, non, il va sortir de cette case, il va sortir de cette barrière, et il y a quelque chose, effectivement, qui fait peur, il y a quelque chose qui vraiment menace la société. Le film Freaks a été interdit pendant très longtemps par les ligues, etc., américaines. Il est sorti, il s'est fait démonter par la critique, puis il a été interdit et il a été redécouvert dans les années 60, ce qui montre qu'il a peut-être un côté très subversif. Et il nous remet en question. Une des premières phrases de ce film, c'est un hasard, c'est eux que vous regardez, mais ça pourrait être vous. Voilà, c'est une des premières choses. Donc ça va remettre en cause un petit peu les limites qu'on pense avoir. Et sans doute aussi, c'est une certaine époque où on pouvait sans doute, il n'y avait pas la chirurgie d'aujourd'hui, il n'y avait pas les analyses génétiques d'aujourd'hui, où on pouvait, comme tu le disais d'ailleurs, soit devenir monstre soi-même par accident, soit être entouré dans sa famille, avoir enfanté de monstres. Et c'était sans doute quelque chose de beaucoup plus fréquent et quelque chose qui peut-être faisait peur d'une façon différente à cette époque, puisqu'il y en avait dans la vie de tous les jours, comme tu le disais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on parle de fête foraine, quand on parle de monstre de fête foraine, qui est l'endroit où on va jouer à se faire peur, où on va jouer à se confronter à cette altérité radicale qui nous montre que nous sommes privilégiés, préservés de la monstruosité, c'est aussi un endroit où on joue à se faire peur. C'est un endroit où on joue à se faire peur, Xavier, avec des miroirs déformants, où on joue à se monstruosifier
pour justement, j'adore cette métaphore que j'utilise souvent, c'est la sorcière du placard au balai des contes de la rue Brocard. On joue comme si on allait jusqu'au bout, jusqu'au moment où on va dire le dernier mot qui nous fera basculer définitivement de l'autre côté, qui va déchaîner la peur, la malédiction, etc. On joue, le monstre est celui avec lequel on s'approche de lui, on essaie de lui ressembler, on joue avec notre propre peur pour, encore une fois, tout compte fait, nous rassurer sur le fait que nous n'en sommes pas. Oui, alors, sur cette idée de retour à soi, on pourrait nuancer aussi, parce que... par exemple, chez Aristote, l'inventeur de la biologie, l'hybride, c'est l'équivalent de l'anomalie naturelle, c'est celui qui arrête la vie. C'est-à-dire qu'un hybride est stérile, donc il ne renvoie pas à nous-mêmes, il nous arrête carrément. Chez Aristote, ce renvoi à soi-même, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, qui a été évoqué, il ne faut pas oublier que le sens véritable de l'expression aime ton prochain, ça veut dire aime ton lointain en fait, parce que ça peut pas être un commandement si tu aimes la personne dont tu es amoureux ou si tu aimes ta mère. C'est pas un commandement, ça relève pas du commandement. Donc le commandement aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Déjà, comme le faisait remarquer Paul Valéry, si on se hait soi-même, comme toi-même, ça pose problème. Et ça reste chrétien, tu peux haïr quelqu'un parce que tu te hais, et tu es un parfait chrétien. Et cette idée de renvoi à soi-même, elle est embêtante. Et pourtant, il me semble que tu as raison, il y a cette volonté toujours d'aller y voir et de se mesurer. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que le monstre qui a longtemps, pendant des siècles, et encore à notre époque, était un monstre physique, il me semble, dans l'imaginaire que tu évoquais, la naissance et l'entretien de l'imaginaire, il me semble que depuis quelques décennies, notamment via le cinéma, le monstre il est devenu psychique, mental. C'est-à-dire qu'on s'en fiche un peu maintenant avec les effets spéciaux et tout. On peut avoir Jabba le Hutt ou n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déplacement, de pas de côté, qui fait que les vrais monstres maintenant sont Hannibal Lecter ou le type que tu croises. Ont l'apparence de la normalité. Oui. Mais c'est-à-dire qu'on va réinterroger cette fameuse anormalité, mais plus tant par le physique, parce que notre époque est peut-être timidement plus accueillante, plus tolérante sur oui, c'est pour ça que je prends des réserves. Et donc elle se laisse séduire par la normalité mentale. Et là, il y a une vraie pouvoir de séduction. Hein. Si tu veux pécho, il faut être tueur en série. Ce sera la citation du soir. Si tu veux pécho, il faut être un tueur en série. Comme quoi, j'ai bien fait d'amener ma tronçonneuse. On va fermer les portes, s'il vous plaît ? Non. Gilles. Oui, je vais revenir sur Freaks pour signaler juste un point, le fait que les acteurs, entre guillemets, sont des vrais freaks, et ce sont souvent des personnages célèbres hein, qui gagnent pas mal d'argent, qui sont des véritables stars à leur époque, qui ont joué dans d'autres films aussi. Et donc, du coup, le rapport de vraisemblable, entre guillemets, est modifié par rapport à une créature du type, disons, King Kong ou d'autres monstres fictionnels, entre guillemets. Là, c'est vraiment ça qui a posé problème. Et en fait, il y a un seul... Pourquoi on a ce prologue au début du film, avec à un moment donné, d'ailleurs, je crois, un point qui traverse une coupure de presse, autant que je me souvienne, c'est qu'à la fin, on a un monstre de fiction qui est en fait l'humaine normale, entre guillemets, donc l'acrobate, qui à son tour devient Freaks parce qu'elle est victime des Freaks. Et on parlait tout à l'heure de la mutation, enfin du changement de statut, si on peut dire, des Freaks. Au début, ce sont effectivement des créatures plutôt agréables, avec une communauté, etc. Mais quand cette communauté, justement, se venge contre les humains, ils redeviennent de nouveau effrayants, et en particulier un plan très célèbre du film où on voit certains des monstres, notamment l'homme cigare, avec un couteau entre les dents, littéralement rampant dans la boue, parce qu'il y a un orage terrifiant, et qui viennent effectivement pour se venger, pour venger leur ami qui a failli être empoisonné par l'acrobate. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on passe d'un statut de
spectacle, effectivement, on regarde les monstres, etc. Et ensuite, on s'aperçoit que ces monstres ont une personnalité beaucoup plus complexe et qui forment groupe, qui forment communauté. Et c'est pour ça que le film est absolument dérangeant de ce point de vue-là. Donc, d'une part, parce que, effectivement, ce sont des vraies créatures anormales, on dirait, physiquement, des sorcellemoises, enfin, etc. L'homme cigare est absolument incroyable. Enfin, je veux dire, bon, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille vraiment de le voir. Et c'est vrai qu'il était interdit pendant très longtemps. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus. Autrement, pour rebondir sur ce que vient de dire Xavier, je pense qu'effectivement, il y a aussi le monstre psychologique, évidemment, dont on ne perçoit pas nécessairement la monstruosité parce qu'il est physiquement semblable aux autres, comme le serial killer, mais aussi, bon, par exemple, pour donner un exemple cinématographique, dans les 2 visages du Dr Jekyll de Terence Fisher, quand Hyde se transforme, c'est un beau jeune homme, c'est le même acteur qui joue les 2 rôles. Jekyll est un personnage vieillissant, un savant un peu bougon, et que sa femme trompe avec un amant qui est Christopher Lee. Et par contre, le personnage, donc, quand il devient Hyde, on le voit dans un mouvement de caméra, il se retourne vers la lumière et on voit un personnage de Don Juan, littéralement. Donc, ce qui n'empêche pas qu'il est particulièrement maléfique dans le film. Donc, il y a cette idée de monstruosité, effectivement, mentale, physique, qui est absolument capitale. Et puis, évidemment, on pourra appliquer le terme de monstre aussi à certains personnages politiques actuels. J'en dirai pas plus. C'est intéressant ce que vous soulevez. Je vais te faire réagir tout de suite, mais sur cette idée du monstre qui a l'apparence de la séduction, c'est-à-dire du monstre intérieur qui est dissimulé, dont on pourrait dire que l'ancêtre, le germe initial est Dorian Gray. Qui est un monstre dont la monstruosité est représentée, est visible sur un tableau qu'il va cacher, mais qui est complètement dissimulé par une apparence qui lui permet non seulement d'être extrêmement séducteur, mais c'est la beauté du diable, etc. Bon, c'est un topos assez classique. Mais peut-être tu veux réagir, Jean-Paul, là-dessus, parce que j'ai une autre question ensuite sur. Oui, j'allais parler de Dorian Gray. Donc allons-y. De Dorian Gray, mais donc qui est effectivement la racine littéraire des tueurs en série comme on les pratique maintenant au cinéma, qui sont des hommes beaux, grands, intelligents, aussi bien chez Bret Easton Ellis que donc le personnage d'Hannibal Lecter. Tout ça, ça puise dans la littérature victorienne de la fin du 19e siècle, comme en fait une bonne partie des motifs de monstres qui sont devenus le fond de commerce de la culture populaire américaine d'abord et mondialisée ensuite. Et pour revenir au film de Browning, Freaks, moi, dans le civil, donc je suis prof de civilisation américaine, plus particulièrement d'histoire culturelle. Et donc je m'intéresse beaucoup à la façon dont évoluent les représentations, les perceptions des gens, des individus, des groupes dans la société américaine. Puis je lis aussi quelques petits Mickey de temps à autre, mais ça c'est autre chose. Donc là, Freaks, c'est très, très intéressant. Moi j'ai toujours été fasciné quand j'étais gamin. J'ai vu le film, j'ai trouvé dérangeant, et puis bien que ce fût avant l'ère d'Internet, on savait, parce qu'on avait Patrick Brion qui faisait l'introduction, que Todd Browning avait été ostracisé par Hollywood, par les studios, etc., pour avoir fait ce film. Et pendant très longtemps, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quand même, c'était une réaction vraiment excessive, etc. Et puis au fil du temps, en étudiant l'histoire, l'évolution des mentalités dans la société américaine, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les freaks, donc les monstres, les gens résultant de difformités naturelles, des choses dont, là aussi, de manière très intéressante, à notre époque, le plus célèbre de tous vient de l'Angleterre victorienne aussi. C'est Elephant Man, c'est John Merrick. Mais donc chez les Américains, il n'y avait rien de plus commun, dans l'Amérique profonde, plutôt que dans les villes, que les spectacles, que les freak shows, en fait. C'était vraiment le truc, c'était ça qui faisait vivre les carnavals ambulants.
montrer les monstres exactement comme on les voit dans le film de Browning. Et alors, comme très souvent dans la culture américaine, il y a des choses qui se déroulaient dans la sphère, alors je dirais à la limite entre sphère privée et sphère publique, c'est-à-dire que des gens dans la cambrousse américaine, ils allaient voir les spectacles de monstres de carnaval, mais on ne pouvait pas le montrer au cinéma parce que ça n'était pas décent. Voilà, il y avait une idée de la décence publique qui faisait qu'on ne pouvait pas le montrer. Mais dans les faits, des spectacles avec des monstres dans des foires ambulantes aux États-Unis, il y en a eu jusqu'aux années 60. Et en fait, à partir des années 60, ça disparaît. Alors, un peu, en raison de, là aussi, un certain nombre de changements dans les représentations, on dit que oui, non, quand même, c'est pas sympa de montrer ces gens-là. Et qu'est-ce qui arrive à toutes ces personnes qui étaient difformes, qui étaient handicapées physiques, très souvent mentales? Bon, eh ben, elles ont toutes terminé dans des hôpitaux psychiatriques. Hein? Et voilà. Et en fait, à partir des années 70, elles sont cachées dans les hôpitaux psychiatriques, et malheureusement, bon, après, il y a beaucoup qui meurent de vieillesse, mais à partir des années 80, les années Reagan, il y a des coupes budgétaires sur les hôpitaux psychiatriques, et bon, il y a de nouveaux problèmes qui se posent pour les personnes comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des freak shows, on parle du carnaval. Souvenons-nous que l'Europe a eu ces sombres heures d'exposition coloniale, oui, où on montrait des populations issus d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, etc., comme des monstres. C'est-à-dire qu'on venait aux zoos, on venait à des zoos humains, ce qui a été, et là aussi je suis désolé de revenir là-dessus, mais enfin, là en termes de facteurs de définition de la norme, on est à un niveau de brutalité pour dire voilà ce que nous sommes, voilà ce qu'est la civilisation, et voilà ce qui ne l'est pas, qui est quand même assez élevé. Oui, oui, mais c'est ça. Mais en fait, tout au long du XXe siècle, il y a deux processus parallèles. Soit on cesse de considérer les gens comme des monstres, et c'est le cas pour les populations qui étaient les populations coloniales, qu'on montrait comme des bêtes curieuses, etc. Bien évidemment, 80 ans plus tard, on les considère comme des gens tout à fait normaux, qu'ils étaient de toute façon au départ. Et puis après, il y a toutes ces personnes frappées de difformités physiques et mentales qui, à notre époque, sont devenues cachées. Alors, grâce au progrès de la médecine, qui a pu en guérir un certain nombre, et puis il y en a beaucoup d'autres, qui sont sortis de la sphère publique. Voilà, on ne les voit plus. Ça pose aussi. Alors, réagit qui veut. On va pas forcément faire le randonnier à chaque fois, mais il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Il y a effectivement le fait que on dit souvent que une démocratie saine peut se mesurer à l'aune de la façon dont elle traite justement ces minorités. Et ces minorités, on peut parler des personnes en situation de handicap, des personnes qui effectivement pendant longtemps ont habité la sphère publique jusqu'au moment où, comme tu l'as dit très bien, elles ont été remisées dans des hôpitaux à l'abri du regard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on ne voit plus dans les rues des personnes qui sont ces personnes exclues en situation de handicap et qui ont été considérées comme des monstres. Ce qui n'est pas le cas de plein d'autres sociétés qui, au contraire, valorisent ces personnes comme étant touchées d'une grâce, d'un don particulier et qui n'ont pas du tout le même rôle et la même fonction sociale, me semble-t-il. Que là, on a là-dessus, sur ce regard-là, un prisme extrêmement occidental qu'on qualifie ou qu'on habille ou qu'on maquille du terme universalisme, alors que ça n'est tout simplement pas le cas. Qu'en penses-tu, Xavier ? Alors, déjà un petit point sur... je reviens sur ton évocation par exemple des expositions coloniales. Non seulement il y avait une définition de la norme par l'exclusion, mais elle était de manière perverse très raffinée, puisque dans le dominium français sur les différentes colonies, les Kanaks étaient des bêtes, mais toutes les populations asiatiques elles-mêmes appartenant à l'empire colonial français étaient mieux jugées, bien qu'exposées dans le zoo. C'est-à-dire que non seulement on se permet de créer artificiellement une norme, mais il y a une gradation. On est plus ou moins normal ou anormal. Et en plus, j'ai oublié ta question. Tu vois un peu où on en est. Hein. C'est la discussion libre. Non, je ne sais même plus moi ce dont je parlais. Je ne sais même pas si c'est moi qui vous parle en ce moment d'ailleurs. Peut-être quelque chose, une entité a pris le contrôle. Non, oui, et je vais vous chanter une chanson de Michel Sardou. Ce qui est assez monstrueux en soi. Hein.
À Babylone, effectivement, il y avait par exemple la teratomancie, qui était le fait de deviner le futur par l'observation des monstres, alors quelle que soit l'anomalie. Et effectivement, ils n'étaient pas exclus ou rejetés, mais c'était au contraire un indice de mesure de la société dans son présent et dans son futur. Oui, c'est très occidental. Oui, non, mais même en Occident, on peut revenir, on peut évoquer la figure de la sorcière, dont on sait bien que c'est une femme qui est désignée comme une femme monstrueuse, alors que c'était finalement des sages-femmes et que c'est une volonté de l'Église de contrôler les naissances et de retirer à ces femmes qui étaient des sages-femmes, des médecines, des infirmières, des accoucheuses, le contrôle des naissances. Mais si on commence à se lancer dans la sorcière, on est là jusqu'à 23h30. Non, alors peut-être une question, un tour de parole encore, et puis ensuite réfléchissez à vos propres questions et on va échanger un peu. On disait tout à l'heure, le topos. Oui, vas-y, Xavier, j'en prie. Qui a disparu. Il y a eu une annonce pour le petit Alexandre tout à l'heure. Oui. Il est passé sur le plafond. Ah, d'accord. Je me disais aussi, il était dans mon champ de vision. Oui, non, on disait tout à l'heure, le topos depuis Frankenstein, c'est le monstrueux. En fait, n'est pas monstrueux celui qu'il est. C'est-à-dire que celui qui est monstrueux est en fait la victime de la monstruosité collective des gens qui se considèrent comme de la normalité. Néanmoins, si on fait un petit retour historique, et notamment sur précisément l'intégration des monstres et des difformités dans les sociétés, elles sont souvent reprises en charge par l'Église, qui intègre ces personnes jugées difformes comme devant expier un péché dont leur difformité est un signifiant. C'est-à-dire que est difforme physiquement ce qui est forcément difforme intérieurement. Et je me demandais, et peut-être que c'est une question que je laisse ouverte à votre appréciation, à quel moment se retourne, je pense au personnage de Salvatore dans Le Long de la Rose par exemple, vous voyez, c'est-à-dire que ces personnes-là sont jugées difformes par l'Église, il faut les abriter et il faut leur accorder une forme de charité, mais si elles sont difformes, c'est parce que elles sont le siège d'un vice qui s'exprime par la difformité. Et donc on voit bien qu'on passe d'une difformité monstrueuse parce qu'elle révèle un intérieur difforme à un mouvement absolument inverse qui nous dit qu'en fait le monstre n'est finalement qu'une victime et que la difformité elle est ou en tout cas la normalité, la monstruosité elle est dans la société. Qui veut se lancer là-dessus éventuellement sur l'évolution ou sur d'autres choses si vous voulez. On peut chanter les lacs du Connemara oui, sur l'église par exemple. Ouais. C'est clair, c'est à peu près aux alentours du XIIIe siècle. Il y a une très belle analyse de Hugo Friedrich sur ça. Jusqu'à lors, Dieu s'est incarné, il s'est fait chair. Donc il y a une tolérance étonnante par rapport au plaisir du corps. On en voit encore des traces dans l'espèce de continuation du Graal que peut être Robin des Bois avec Frère Tuck qui mange énormément, etc. Il faut pas oublier qu'au XIIe siècle, il y avait un couvent de sœurs lesbiennes en Irlande, et c'était tout à fait toléré. Et puis tout à coup, il y a eu une sorte de renversement doloriste, et on s'est fait plus chrétien que le Christ lui-même, qui s'était incarné, et on a commencé à refuser le corps. Mais on l'a refusé pour les monstres, effectivement, mais en rappelant que là, pour le coup, chacun est un monstre en puissance dès lors qu'il va utiliser son corps pour en tirer des plaisirs. Et donc, c'est plutôt, ça devient très malin, pour le coup, très intelligent. C'est que le vice est dans le corps non visible. C'est une espèce de synthèse entre le corps qui peut devenir vicieux à tout moment et l'esprit qui peut lui-même pécher à tout instant. C'est à ce moment-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que la première église était très tolérante. Jean-Paul ? À part évoquer Quasimodo et Esmeralda chez notre ami Victor Hugo et La Belle et la Bête, ce sont des oppositions binaires qui sont qui font sens, je dirais mécaniquement,
dans nos sociétés sans problème, quoi. Oui, mais ces exemples sont passionnants parce que le monstre dans Quasimodo, c'est bien Frollo. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Et c'est pas Quasimodo. Dans La Belle et la Bête, pareil, la bête est une victime. Enfin, je veux dire, le retournement est opéré déjà. Mais bon, après, il y a tellement d'exemples qui. Je préfère passer la parole. Gilles, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le retournement, il est déjà dans Frankenstein. Oui, bien sûr, depuis Frankenstein, tout à fait. Il y a déjà cette idée. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, Victor Frankenstein dit il est comme un double, il est comme mon double qui me suit à la trace. Donc, il y a vraiment cette idée de double qui est vraiment fondamentale. Et effectivement, Frankenstein, alors dans l'adaptation cinématographique qui s'appelle Frankenstein Must Be Destroyed, je ne sais plus quel est le titre français. Ce qui est frappant, c'est justement la manière dont, plastiquement, si on peut dire, enfin au niveau de l'image, on suggère que le véritable monstre, c'est le baron Frankenstein. C'est le baron Frankenstein. Et on voit au début le film commence par un plan sur les jambes de quelqu'un qui marche dans la rue dans Londres, qui porte un panier. Ensuite, il va couper la tête d'un chirurgien pour récupérer la tête. Et il rentre dans son laboratoire, il y a un cambrioleur. Et ce cambrioleur est absolument terrifié par une figure monstrueuse, justement. Et quand cette figure arrache son masque, il s'agit du docteur lui-même, qui jette son masque d'un air dépité. Et ça me permet de revenir quand même sur un grand topos aussi, c'est la question du masque, justement. C'est le fait que la monstruosité se cache sous un masque. C'est évidemment Le Fantôme de l'Opéra, le film de Rupert Julian, qui a fait l'objet de multiples reprises ensuite. Voilà, c'est un bon exemple de retournement, entre guillemets, le Frankenstein de Must Be Destroyed. Donc cette idée que finalement, et c'est assez frappant de voir que dans les films de Hammer, il y en a 7, à chaque fois, la créature, enfin le monstre de Frankenstein était un acteur, est joué par un acteur différent. Donc une inversion totale par rapport au film Universal, où comment dirais-je, la continuité, c'était Boris Karloff incarnant la créature, alors que dans les films de la Hammer, c'est à chaque fois un acteur différent. Par contre, la continuité est au niveau de Peter Cushing, qui incarne le rôle, en vieillissant avec le rôle et en créant une empathie, enfin une identification avec le spectateur, en dépit du fait qu'il est aussi effectivement monstrueusement obsessionnel. Et c'est un parfait exemple de ça. Et juste une dernière chose pour dire qu'effectivement, de manière plus moderne, maintenant le monstre est invisible, effectivement. Voilà, le monstre peut être n'importe qui dans la rue. Il passe à côté de vous sans que vous sachiez qui il est. Et c'est à ce moment-là qu'il se révèle comme monstre, par exemple, en étant un serial killer. Bon, pour prendre cet exemple-là. Olivier, tu voulais réagir ? Oui, sur l'Église, c'est aussi la charité dans l'Église, c'était aussi une façon d'assumer le pouvoir de l'Église. Et c'est intéressant parce que du coup, on voit aussi que le monstre, c'est celui qui va révéler aussi les relations de pouvoir dans la société. Si on revient sur le film Freaks, celle qui est monstrueuse, bien sûr, c'est la jolie blonde. Mais dès le début, en fait, on voit que tout le monde dans le cirque, tous les individus censément normaux, se moquent des monstres, qu'ils refusent un peu leur place dans le cirque, qu'ils essayent de les rabaisser, bien entendu. Et donc on voit les relations de pouvoir. C'est pas seulement la jolie blonde, c'est la société qui va mettre en avant, bien sûr, la beauté, l'argent, puisque en fait ce qu'elle veut c'est de l'argent, et la société tout entière qui va rabaisser, qui va victimiser, qui va persécuter ces monstres. Et la seule façon dont ils vont pouvoir se battre contre ça, c'est de regagner leur dignité. Alors moi, quand j'ai vu ce film, pour moi c'est pas la scène finale, c'est un moyen en fait de regagner. Elle est absolument horrible, mais c'est aussi un moyen pour ceux qui sont rejetés pour telle ou telle raison, ici pour leur apparence bien sûr, mais tous ceux qui sont rejetés peuvent un petit peu s'incarner dans ces monstres qui à la fin regagnent leur dignité dans un final absolument horrible, marquant, mais auquel dans un sens on s'identifie plus qu'à cette jolie blonde qui est absolument monstrueuse.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Le temps que vous y réfléchissiez ou que vous leviez une petite main, un petit tour de table rapide. Quel est pour vous le monstre qui est le plus puissant, le plus signifiant, le plus cher à votre cœur? Est-ce qu'il y a un monstre particulier qui vous marque et qui dont vous avez envie de parler? C'est pas facile. J'étais en train de réfléchir à ma propre question. Bon, moi, mais je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Tout de suite, un indice chez vous. Pardon. Ça, c'est une question à laquelle je peux répondre facilement. Le monstre le plus monstrueux, sympathique, intéressant, des 50 dernières années, à mon avis, n'est autre que l'incroyable Hulk. Ah, pourquoi? Mais le vrai, hein, d'origine. Lou Ferrigno, celui des années 60, qui en fait est une dérivation du monstre de Frankenstein, avec de diverses influences littéraires, qui venaient du dessinateur Jack Kirby, beaucoup plus que de Stan Lee. Et pourquoi voilà. Pourquoi? Parce que c'était vraiment alors que donc Stan Lee mettait en place une dynamique pour créer une nouvelle génération de super-héros de bande dessinée. Donc il y a d'abord une équipe, les 4 Fantastiques, et puis successivement 2 personnages, un qui est un pinacle de beauté et de force, qui est Thor, et juste après, l'inverse, le strict inverse, Hulk, pinacle de puissance, mais laideur, exclusion. Et qui ressemble à Frankenstein physiquement dans le dessin au départ. Oui, et en fait, le personnage, dès le départ, dans les toutes premières histoires, dans les 2-3 premières histoires, en fait, le dessin était inspiré directement du Frankenstein de Karloff. Gilles? Je peux avoir 2. Bon, allez, c'est parce que c'est toi. Hein. Bon, parce que il se trouve rapidement, en revanche. C'est un film qui m'a marqué personnellement quand j'étais relativement jeune ado. C'est Le Cauchemar de Dracula. Donc c'est Christopher Lee, l'apparition de Christopher Lee quand il descend les marches en disant I am Dracula. Donc quelque chose comme ça. Donc plus que Bela Lugosi en fait. Et donc un exemple plus moderne, Édouard Romain d'Argent, qui est aussi une dérivation de la créature de Frankenstein évidemment, mais qui est particulièrement attachant pour des tas de raisons. Alors après on peut dire qu'il n'est pas totalement humain puisqu'il est fabriqué mécaniquement aussi, mais il est un peu comme Pinocchio, il devient humain du fait de sa créature qui le laisse imparfait. Donc on trouve cette notion de manque. Donc les mains sont remplacées par des griffes, enfin artistes, mais des lames, des lames de couteau, qui ont par contre une fonction créatrice. Et voilà, donc il y a cette ambivalence aussi de ce personnage incarné magnifiquement à l'époque par Johnny Depp. Xavier? Merci. Joseph Carré-Méric, probablement, c'est son vrai nom. Il est appelé John du fait de son médecin qui a fait une erreur d'entrée. Puis j'y suis très très attaché. Parce que tu as écrit un livre. Parce que c'est mon premier roman. Voilà. Et j'étais tombé sur les journaux de son médecin, Dr Frédéric Trives, et qui, le voyant la première fois, disait il ressemble à une idole indienne, ce dont on se souviendra Alan Moore et moi, bien sûr. C'est Ganesha. Donc voilà. Le dieu éléphant. On a retrouvé le. Oui, il est enchaîné dans la cave et il faut surtout pas lui donner à manger après minuit. Okay. Merci à vous. Il est enchaîné dans la cave, mais il coule par la grille en ce moment. Olivier. Alors moi, ça va pas être un personnage de fiction, c'est plutôt une histoire, une des histoires les plus dérangeantes que j'ai pu lire. C'est donc quelque chose de vrai. C'est un homme qui s'appelait Whitman, un Américain, qui aimait sa femme, sa mère, etc. Et qui un jour est monté dans une tour d'une université, un campanile, avec un fusil et a tué 16 personnes. Donc quelqu'un de tout à fait normal alors voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui a eu une tumeur au cerveau et qui est passé comme ça du jour au lendemain de quelqu'un de normal à un monstre, quoi, un tueur, et qui nous rappelle, on en a parlé un petit peu, que la barrière entre nous et le monstre est quand même très ténue et que du jour au lendemain on peut se transformer en monstre dont le cas sera repris, dont le cas médical sera repris, qui sera montré à la société et qui sera bien entendu dénoncé. Donc la frontière entre
entre le bien et le mal, entre nous et la possibilité d'un autre nous qui serait monstrueux. À ce sujet, je suis en train de rechercher le titre exact du livre. Je te suggère vraiment, je ne sais pas si tu as lu le livre de David Vann, Dernier jour sur Terre. David Vann, qui est l'auteur de Sukhon Island, qui est un remarquable auteur contemporain et qui décrit dans ce livre autobiographique comment il a failli devenir un mass shooter. C'est-à-dire comment, adolescent, il avait tout planifié. Il avait le fusil, il avait les armes, il a failli les mettre dans son sac à dos, sauf qu'à la dernière minute, il ne le fait pas. Et il a failli devenir ce monstre. Et le roman est vertigineux. Vraiment, c'est passionnant. C'est chez Gellmeister, lisez-le. Si ça t'intéresse, ça va te passionner. Bon, moi, évidemment, je réponds Alien, pas seulement pour faire la promo du bouquin, parce que ce que j'aime dans Alien, parce que c'est évidemment le monstre absolu, c'est l'étranger absolu, c'est ce qui est le plus loin de nous, le plus monstrueux, à tel point, et l'anecdote est passionnante, Ridley Scott veut, pour le film, faire cette créature, et il ne veut pas qu'on voit un acteur dans un costume. Et donc, il fait faire cette créature et ce costume par Giger. Il va prendre Balaji Badejo, qui est un acteur de 2,10 m, extrêmement fin, pour déjà avoir une silhouette, mais quand il le met devant la caméra, il ne voit en permanence, il voit un acteur dans un costume et il ne veut pas voir ça. Et c'est pour casser cette représentation. Encore une fois, le monstre, c'est ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit que partiellement. Et Alien est monstrueux parce qu'on ne le voit jusqu'à la fin quasiment jamais. On le voit qu'en très gros plan. Il passe son temps à le cacher pour qu'on ne comprenne pas exactement sa physionomie et pour qu'il nous soit le plus étranger, le plus alien, au sens littéral. Alien, c'est un adjectif qui veut dire étranger à l'origine, possible. Et je trouve que cette quête de l'extraordinairement différent, de ce qui n'est absolument pas nous, qui ne se reproduit pas comme nous, qui ne mange pas comme nous, qui ne pense pas comme nous, voilà, je trouve que là, on touche quelque chose de l'extrême différence que je trouve assez passionnante et terrifiante, puisqu'évidemment, ce monstre-là, paradoxalement, ce qui est génial dans Alien, c'est que le vrai monstre dans Alien, ça n'est pas le xénomorphe, c'est la compagnie, c'est l'être humain, c'est la recherche du profit, c'est le capitalisme qui assume de dire qu'on peut livrer des vies humaines pour la recherche du profit. Donc le film dit tout de la monstruosité et je trouve que c'est un tour de force. On n'a plus du tout le temps pour des questions, tant pis pour vous. On était trop bavards. Non, si vous avez une question très rapidement, une question avec 4,3 mots maximum. Quand est-ce qu'on mange? C'est trop. Non, oui. Est-ce que les croyances ne seraient pas plutôt une vision est-ce que les monstres ne seraient pas une question aussi de la croyance populaire avec, par exemple, quand vous avez la société qui désigne des personnes comme étant des monstres, alors ces personnes, à un certain temps, avaient une façon de les voir correctement. Je pensais, par exemple, du régime de Vichy, on voyait des juifs, bien sûr. Des monstres. Ouais, enfin, en tout cas, mis au banc de la société. Non, mais ce qui est intéressant, mais là, on repartirait pour une heure. Ça devait être ma dernière question. C'est que le monstre c'est pas une question, du coup, je vais le dire comme une assertion, comme ça va couper court. Le monstre est politique. C'est-à-dire que le monstre, et ce qui est passionnant, c'est que le monstre est un être politique qui nous oblige à nous définir, qui nous oblige à penser le rapport entre l'individuel et le collectif, entre ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, entre ce qui est considéré comme accepté par une société et ce qui est considéré comme rejeté. Donc, ça répond tout à fait à votre question. C'est ontologiquement, le monstre est politique. Je pense est-ce que ça vous va si on termine là-dessus, comme ça, c'est hop, on peut aller boire l'apéro. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir été là.